termine donc notre dernière séance aujourd'hui. Donc, on essaiera de faire deux exercices sur les politiques fair queuing et weighted fair queuing, pour voir un petit peu donc comment c'est-à-dire quand vous avez ce genre d'exercice, c'est-à-dire comment traiter, comment les traiter. Donc, que ce soit la méthode du déroulement ou la méthode de calcul également qui donne ce qui est appliqué en réalité au niveau des routeurs avec les formules donc que je vous ai donné auparavant en cours. Donc il y a l'exercice 2 donc qui traite uniquement la politique fair queuing. Ça c'est un exercice que j'ai récupéré d'un sujet d'examen. Et le troisième exercice, donc, il traite les deux politiques, donc FQ et WFQ. D'accord. Donc, on va essayer de commencer par l'exercice 2. Voilà, donc l'exercice 2, on a un ordonnanceur de type fair queuing avec 3 files d'attente et un débit de sortie effectif de 0,5 unités par seconde. Donc, c'est 0,5 bits par seconde. Là, l'unité, c'est les bits. Alors, donner la séquence de sortie des paquets et calculer le temps de fin effectif dans les cas suivants. Donc, vous avez la file 1. Donc, on a l'arrivée du premier paquet à l'instant égal à 0. Donc, la taille, c'est de 2 bits. L'arrivée du deuxième paquet est égale à 4. Donc, la taille, c'est 1 bit. La file 2, donc l'arrivée du paquet 1 à t égale à 1, donc à la première unité de temps. La taille, c'est 3. Et le deuxième paquet, donc, il arrive à t égale à 2. Donc, là, sa taille, c'est une unité. Et pour la file 3, donc, nous avons un seul paquet qui arrive à t égale à 3 avec une taille égale à 5. Alors, dans cet exercice, je mets l'accent sur un point concernant le débit de sortie effectif. Donc, pour faire la distinction entre deux choses. Ça je l'ai dit la semaine dernière. Et je le répète parce que là, vous allez voir concrètement la différence entre le côté théorique donc de la politique et l'aspect pratique, c'est-à-dire le cas réel. Alors, dans le côté théorique, on a dit que l'approche adoptée dans fair queuing, c'était du round robin en bit par bit. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui ne bouge pas, d'accord? On est toujours dans le bit par bit. Quel que soit l'énoncé de l'exercice, on traite le bit par bit, parce que ça, c'est le principe de l'approche, d'accord? C'est-à-dire pour avoir une équitabilité entre les flux, on décompose et faire abstraction de la taille des paquets, on décompose les paquets, on simule l'envoi des paquets comme si ça se faisait en bit par bit, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Maintenant, quand on vous dit, si vous vous rappelez dans l'exercice 1, on avait un débit de sortie d'une unité par seconde. Alors, en fait, quand je dis le débit de sortie effectif, une unité par seconde, c'est la vitesse d'envoi du routeur. Donc ça, c'est du réel, ce n'est pas du théorique. D'accord? Donc, dans l'exercice 1, il n'y avait pas de confusion parce qu'on avait le round robin bit par bit, donc c'était l'envoi, il se faisait en bit par bit pour simuler donc l'approche de fair queuing. Et l'envoi effectif, c'était une unité par seconde. D'accord? Donc, il n'y avait pas de confusion entre les deux. Maintenant, dans cet exercice, et je me rappelle bien que quand j'ai donné cet exercice-là, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont trompés à la fin. Ils n'ont pas fait la distinction, ils n'ont pas fait la différence entre la partie théorique, c'est-à-dire l'envoi des paquets en bit par bit, et le débit de sortie. C'est-à-dire pour eux, quand je dis le débit de sortie, c'est de 0,5 unités par seconde. Quand ils sont allés pour faire le déroulement au niveau du tableau, ils ont travaillé avec un demi-bit. Or, ça, c'est faux. Et vous allez le voir, quand on va faire le déroulement, quand je dis le déroulement, c'est du round robin bit par bit, on reste dans le bit par bit. D'accord? Maintenant, quand on va calculer le temps de fin effectif des paquets, parce qu'il y a deux choses. Il y a le temps de fin théorique ou le temps de fin virtuel. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le résultat de la première étape qui est l'étape théorique, l'étape de déroulement. D'accord? Deuxième étape, quand vous triez les paquets au niveau de la file d'attente et vous les envoyez sur l'interface de sortie, là, qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer ces paquets. On va envoyer ces paquets avec
le débit de sortie effectif, qui est de 0,5 unités par seconde, ici, dans cet exercice. D'accord? Donc, il faut pas confondre entre les deux. Dans la phase 1, c'est toujours bit par bit. On ne change pas. Quand on est, bien sûr, dans du fair queuing. Maintenant, si on est dans la politique WFQ, on est obligé donc d'introduire la pondération. Mais si on est dans le fair queuing, c'est toujours bit par bit. OK? Maintenant, quand on va envoyer les paquets sur l'interface de sortie, à partir de l'interface de sortie, là, c'est du 0,5 unités par seconde. Pour calculer le temps d'envoi réel du paquet. D'accord? Et on va voir donc dans cet exercice la différence entre les deux. Bon, voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'énoncé. Donc, il n'y a rien de spécial dans l'énoncé. C'est juste que j'ai mis l'accent sur le fait de faire la différence entre le débit de sortie effectif et le débit théorique. Alors, donc, j'ai repris ici donc, les données de l'exercice. Donc, ce qu'on a ici, donc, on a les trois fils. Nous avons donc les deux paquets P1 et P2 de la file 1 avec les tailles, donc 2 bits pour P1, un seul bit pour P2. La deuxième file, donc les deux paquets Q1, Q2 et la file 3, le paquet R1 qui a une taille de 5 bits. Vous avez ici les cases colorées, c'est pour indiquer l'instant d'arrivée des paquets. D'accord? Voilà. Donc, on fait notre déroulement comme on l'avait fait la semaine dernière, c'est-à-dire l'envoi des paquets en bit par bit pour déterminer le temps de fin virtuel de chaque paquet. À partir du temps virtuel de chaque paquet, nous allons trier ces paquets suivant un ordre croissant et on va garder cet ordre, bien on va utiliser cet ordre pour l'envoi des paquets sur l'interface de sortie. D'accord? Maintenant, à l'envoi des paquets sur l'interface de sortie, là, on va appliquer le débit effectif, donc le 0,5 unités par seconde. Donc, on va commencer avec le premier paquet P1, donc qui a une taille donc, de 2 bits ici. Et comme à l'instant t égale à 0, il y a une seule file non vide, c'est-à-dire c'est la file 1, la file 2 et la file 3, donc elles sont pour le moment vides. Donc là, on procède à l'envoi d'un bit. Donc c'est ce qui va représenter le premier tour, donc le tour R1 pour notre politique. De t égale à 1 à t égale à 2, donc nous constatons qu'il y a le paquet Q1 qui arrive. Et donc là, on se retrouve avec deux files d'attente non vides. Donc nous avons la file 1 avec le paquet P1 qui lui manque encore un seul bit à envoyer. Et nous avons l'arrivée du paquet Q1. Donc là, ce qu'on va faire, comme si vous vous rappelez la semaine dernière, je vous ai dit, vous avez deux approches. Soit vous faites 1 et 1 sur deux lignes différentes, ou bien 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc l'essentiel, c'est d'avoir la somme de 1 sur toute la ligne. D'accord? Ça, c'est pour respecter le principe de fair queuing. Donc là, ça sera 1 demi entre P1 et Q1. Et on va appliquer la même chose au niveau de la ligne 3. Donc 1 demi. Et ça nous donne un tour. D'accord? Donc ça nous donne un tour. Donc on est ici au deuxième tour. Donc le paquet P1, on l'a terminé. D'accord? Donc il a une taille de 2 bits. Là, on a les 2 bits, c'est bon. On a terminé le paquet P1. Le paquet P2, il n'est pas encore arrivé. Donc on va se retrouver dans une file à l'instant t égale à 3. On va se retrouver dans une file vide. La file 1, elle est vide. OK? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste le paquet de la file 2 avec le paquet Q1. OK? Et nous avons aussi le paquet R1 qui arrive à t égale à 3. Donc, on reste sur 1 demi bit par file d'attente, mais cette fois, au lieu que ce soit la file 1 et la file 2, ce sera la file 2 et la file 3. Donc, on aura 1 demi ici, 1 demi ici. D'accord? Ensuite, à l'instant t égale à 4, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons l'arrivée du paquet P2. Okay? Donc, on passe de 2 fils non vides à 3 fils non vides. Donc, on va travailler par un tiers. Donc, ce sera un tiers et un tiers. Donc, ça va me donner 1 sur 3 pour le paquet P2, 1 sur 3 pour le paquet Q1, d'accord? Et 1 sur 3 pour le paquet R1. OK? Donc, ça nous donne un bit. On continue sur la ligne suivante pour avoir la même chose. Voilà, donc un tiers et un tiers. Et on continue encore donc, avec une troisième ligne, donc un tiers et un tiers, pour avoir un seul tour. Donc ça, c'est un tour, parce qu'on est sur un tiers. D'accord? Donc on est sur un tour. Le paquet P2 qui a une taille de 1 bit, donc on a 3 fois un tiers, donc ça nous donne un bit, c'est bon. Donc le paquet sera envoyé. Donc là, ça sera le tour
3 plus le 0,5 qui a été exécuté au début, ça nous donne 3 tours et demi. D'accord? Ça, c'est un tour. Ça, c'est un tour. Et ça, c'est un demi-tour. Ça, c'est 0,5. D'accord? Donc, à cet instant, on est à 3 tours et demi. OK? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, le paquet P2, c'est bon, on l'a terminé. Il nous reste, alors, pour le paquet Q1, on a 1, 2 et demi. Donc, il nous reste un demi-bit à envoyer pour le paquet Q1. Et pour le paquet R1, donc, on est à 1,5. Donc, on est encore loin pour terminer les 5 bits. Donc, là, on revient à 2 files d'attente non vides. Donc, on revient à 1,5. Donc, ça me donne 1,5 et 1,5. Là, on a terminé le paquet Q1. Donc, le paquet Q1, regardez, on a ici, ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. Donc, on a envoyé les 3 bits du paquet Q1. Alors, combien on a fait ici? Donc là, on a fait un 0,5. Ça, c'est un demi-tour. OK? Donc, l'instant de fin du paquet Q1, c'est R égale à 4. Donc, on est ici au 4e tour. OK? On continue. À t égale à 8. Donc là, c'est bon, on a terminé avec Q1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le paquet Q2, donc on doit lancer, et terminer le paquet R1. Donc là aussi, on est sur 2 fils non vides, la file 2 et la file 3. Donc c'est 1,5, 1,5. Voilà. Ça va se répéter encore une fois. Donc pour terminer le paquet Q2, donc là c'est bon, on a le paquet Q2. Et donc ça c'est le tour R5. OK? Et maintenant, combien il nous reste pour le paquet R1? Donc nous avons 3 fois 1 tiers, donc c'est 1. Et 1, 2, 3 et 4, 4 fois 1 demi. Donc ça fait 2. Donc on est sur 3 bits. On a envoyé 3 bits du paquet R1. Donc, à t égale à 10, on va passer à un seul bit. Pourquoi? Parce qu'il ne nous reste que la file 3 qui est non vide. La file 2, elle est vide. On a envoyé les paquets. La file 1, elle est vide. Donc, il ne nous reste que le paquet R1. Donc, si on est sur une seule file non vide, on revient à un bit. Donc, ça sera 1. Ça nous donne le tour R6. C'est le 6e tour. Et nous avons aussi de 11 à 12, nous avons un seul bit pour le tour R7. Est-ce que c'est bon pour le déroulement? Alors, pourquoi R3,5? Regardez ce qu'on a ici. Ici, donc au niveau de... Alors, si vous faites les calculs, bon, on peut trouver, c'est-à-dire, si je prends 1 demi plus 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, ça va me donner 1,5. D'accord? Donc, les 3 tiers plus le demi, ça va me donner 1,5. Sachant que j'avais, à t égale à 2, j'avais 2 tours. Donc là, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter 1 tour et demi. Donc, quel que soit le calcul que vous allez utiliser, on va tomber sur 3,5. Ça, c'est un demi-tour. Regardez, si je reviens... Jusqu'à là, c'est 2 tours. D'accord? Donc, c'est 1 demi, 1 demi. Là, c'est combien? Quand je prends 1 demi, 1 demi, ça me donne un 0,5. Ça, c'est un demi-tour. Parce que quand je suis sur 2 fils non vides, d'accord? Quand je suis sur 2 fils non vides, j'envoie un bit pour chaque fil, ou bien un demi-bit pour chaque fil, et ça va se répéter en 2 fois, pour avoir la définition d'un tour. OK? Regardez juste avant, qu'est-ce qu'on a fait? Entre t égale à 1 et t égale à 1, de t égale à 1 jusqu'à t égale à 2, et de t égale à 2 jusqu'à t égale à 3. On a 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Et ça, c'est un tour. Maintenant, si je prends une seule ligne, si je prends juste cette ligne, ça me donne un demi-tour. Donc, j'ai appliqué la même chose. Ici, bonjour, monsieur. à 3. Oui? Bonjour, monsieur. Pardon, Oui. en fait, je pense que c'est le même cas que dans R4. R4 aussi, on a un demi-tour. Donc, pourquoi est-ce qu'on a pris R4 alors que c'est un demi-tour et pas le premier, en fait?
Oui, au niveau de R4, c'est un demi-tour, je suis d'accord. C'est quoi le problème avec R4? Non, c'est juste que la première fois qu'on avait un demi-tour, pourquoi on n'a pas mis R3 tout seul? Pourquoi est-ce que R3 et demi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer le nombre de tours à l'envoi d'un paquet. Donc, pourquoi je me suis arrêté à 3,5? Je me suis arrêté à 3,5 parce qu'il y a le paquet P2 qui se termine à T égale à 6. J'aurais pu faire le calcul jusqu'à T égale à 7. Mais par la suite, comment déterminer le nombre de tours nécessaires pour l'envoi du paquet P2? D'accord, merci, monsieur. D'accord. Donc, Oui. votre repère, c'est quoi? Votre repère, c'est de voir à quel instant un paquet est envoyé en sa totalité. Et à partir de là, vous tracez un trait pour voir le nombre de tours nécessaires. Donc là, ce que j'ai fait pour le paquet P2, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, alors j'ai les 3 tiers, j'ai le 1 tiers qui se répète 3 fois. Donc pour moi, ça c'est un tour. Juste avant, il y avait un demi qui se répétait donc sur 2 files d'attente. Donc si c'est un demi, c'est un demi-tour. Donc ça me donne un tour et demi. Avant, j'avais déjà effectué 2 tours, donc ça me donne 3,5 à la fin. OK. Donc pour le paquet à T égale à 7, qu'est-ce que j'ai fait à T égale à 7? J'ai le paquet Q1 qui se termine. Donc, comme c'est un demi par rapport à l'étape précédent, un demi, c'est 0,5, c'est un demi-tour. Donc, c'est 3,5 plus 0,5, ça me donne un tour entier, donc ça me fait en tout 4 tours. D'accord, monsieur, je viens de comprendre, merci. C'est bon? Très bien. Oui, merci. Donc, essayez. Bon, ça, c'est un conseil que j'adresse à tous les étudiants. C'est-à-dire, le nombre de tours, quand vous représentez le nombre de tours, essayez de vous positionner par rapport aux lignes où vous terminez l'envoi d'un paquet. Et c'est à partir de là que vous pouvez déduire le nombre de tours nécessaires pour l'envoi de ce paquet-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer aux formules? Donc, l'application des formules. Bon, le tri, bien sûr, définir l'ordre d'envoi des paquets sur l'interface de sortie. Ensuite, on passera aux formules. Donc, ça, c'est le déroulement. Ça, c'est le déroulement. Ensuite, les formules. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Alors, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire? On définit le temps d'envoi des paquets. Donc, pour le paquet, voilà. Donc, pour le paquet P1, donc le nombre de tours, c'est 2. Vous avez ici le paquet P1 qui se termine à cet instant. D'accord? Donc, ça, c'est 2 tours. Le paquet P2, il se termine à cet instant. Et donc là, j'ai 3,5. OK? Donc là, je suis en train de reprendre le nombre de tours nécessaires pour chaque paquet. Le paquet Q1, il est là, il se termine à cet instant. Donc, c'est nombre de tours, c'est 4. Le Q2, c'est 5. Et le R1, c'est 7. D'accord? Donc, à partir de ce temps d'envoi virtuel des paquets, qu'est-ce qu'on va faire? On va trier les paquets suivant un ordre croissant. Donc, nous avons le P1, ensuite, nous avons le P2, et nous avons le Q1, le Q2 et le R1. Bon, là, juste par hasard, on est tombé sur le bon ordre, c'est-à-dire c'est l'ordre des paquets au niveau des files d'attente. Donc, l'ordre d'envoi des paquets, c'est P1, P2, Q1, Q2, et enfin, nous avons le paquet R1. Donc, ça, c'est la méthode du déroulement, c'est-à-dire quand on veut faire du round robin en bit par bit. Maintenant, pour le temps de fin effectif, si on vous demande de calculer le temps de fin effectif, c'est là où il y a eu confusion. Donc, j'avais dit que c'était un exercice qu'on avait donné en examen. Et dans cet énoncé, c'est 0,5 l'unité ou le débit de sortie, c'est 0,5 unités par seconde. D'accord? Alors, les étudiants, ils ont utilisé le 0,5 dans le déroulement. Et ça, c'était faux. D'accord? C'est-à-dire, malheureusement, donc c'était tout l'exercice qui était faux. Le déroulement de l'exercice, c'est du bit par bit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne change pas. D'accord? Maintenant, quand on vous demande de calculer le temps de fin effectif, bien le temps d'envoi effectif, là, on utilise le débit de sortie. D'accord? Alors, le débit de sortie, qu'est-ce qu'on nous a dit? Le débit de sortie, c'est 0,5 unités par seconde. Ça, c'est par rapport à l'interface de sortie. Moi, qu'est-ce que j'ai? Au niveau de l'interface de sortie,
j'ai l'ordre d'envoi des paquets qui est le suivant, P1, P2, Q1, Q2 et R1. OK? Ça, c'est un ordre qui a été défini en appliquant la politique Fair-Turing. Maintenant, chaque paquet, il a une taille. Si je prends le paquet P1, sa taille, elle est de 2 bits, elle est de 2 unités. Le paquet P2, sa taille, c'est 1 unité. Le paquet Q1, sa taille, c'est 3 unités, et ainsi de suite. Donc maintenant, comment savoir le temps d'envoi effectif des paquets? Il suffit juste de prendre la taille du paquet, de la multiplier fois le débit de sortie effectif, et ça vous donnera le temps d'envoi du paquet, avec bien sûr le cumul, parce que chaque paquet, il faudra cumuler le temps des paquets qui le précèdent. Donc si je prends le paquet à titre d'exemple, si je prends le paquet P1, le paquet P1, sa taille, elle est de 2 bits. D'accord? Le débit de sortie effectif, il est de 0,5 unités ou 0,5 bits par seconde. Donc, ça veut dire que c'est 1,5 bit par seconde. Donc, j'ai besoin, pour envoyer les 2 bits, j'ai besoin de 4 unités ou de 4 secondes. Donc, c'est 0,5 fois 2. OK? Donc, le temps de fin effectif, bien le temps d'envoi effectif du paquet P1, c'est 4 secondes. Je passe au paquet suivant, le paquet P2. Le paquet P2, il a une taille d'1 bit, d'une unité. Le débit de sortie est de 0,5 unités par seconde. Okay. Donc, ça veut dire que pour le paquet P2, j'ai besoin de 2 secondes pour l'envoyer. Maintenant, par rapport au paquet qui le précède, parce que le P2 ne peut pas être envoyé tant que le paquet P1 n'a pas été envoyé, donc le temps d'envoi effectif du paquet, ou là, le temps de fin effectif du paquet, c'est 4 plus 2, c'est-à-dire je cumule le temps nécessaire pour envoyer le paquet P1, plus le temps nécessaire pour envoyer le paquet P2, et ça me donnera le temps d'envoi effectif du paquet. Donc le paquet P2, il a besoin de 2 secondes, plus les 4 secondes qui étaient nécessaires pour l'envoi du premier paquet, donc 4 plus 2, ça me donne 6. Je passe au paquet suivant, le paquet Q1. Le paquet Q1, sa taille, elle est de 3 bits. Comme c'est 3 bits avec 0,5 bits par seconde, le débit de sortie, ça veut dire que pour 3 bits, j'ai besoin de 6 secondes pour envoyer le paquet Q1. D'accord? 6 secondes pour envoyer le paquet Q1. Sachant que le paquet P2, il a été envoyé à la 6e seconde, donc ça va me donner 6 plus 6, ça va donner 12. Donc, le temps d'envoi du paquet Q1, c'est 12 secondes. Le paquet Q2, sa taille, c'est 1 bit. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de 2 secondes pour l'envoyer. 12, le paquet qui le précède, 12, plus les 2 secondes du paquet Q2, 12 plus 2, ça me donne 14. Donc, j'envoie le paquet à la 14e seconde. Donc, ça, c'est le temps de fin de l'envoi du paquet. OK? Et même chose pour le paquet R1. Donc, sa taille, elle est de 5 bits. On multiplie fois 2, donc j'ai besoin de 10 secondes pour envoyer le paquet R1. 10 plus les 14 secondes nécessaires pour l'envoi des 4 premiers paquets, P1 jusqu'à Q2. Donc, 14 plus 10, ça me donne 24. Donc, le temps de fin effectif, le temps d'envoi effectif des paquets P1, P2, Q1, Q2, R1 est 4, 6, 12, 14 et 24. Est-ce que vous voyez la différence maintenant entre le débit théorique, ou le temps de fin ou le temps d'envoi virtuel, et le temps d'envoi effectif, ou le temps d'envoi réel, ou le temps de fin? Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? C'est bon. Alors, j'ai eu un seul oui sur 14. Donc, je ne sais pas est-ce que les 13... Alors, je reprends. Je reprends pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on a l'ordre d'envoi des paquets sur l'interface de sortie. Donc, cet ordre a été défini en appliquant la politique Fair-Queuing. D'accord?
Donc, l'ordre. Donc, l'ordre des paquets, c'est P1, P2, Q1, Q2 et R1. Ça a été basé sur le calcul du temps d'envoi virtuel. D'accord? Le temps d'envoi virtuel, il est représenté par le nombre de tours. Il n'est pas représenté par l'unité de temps, qui est la seconde ici, dans notre cas. Et donc, je définis ou bien je calcule le temps d'envoi virtuel des différents paquets en appliquant la politique fair queuing avec du round robin bit par bit. D'accord? Je définis par la suite l'ordre d'envoi des paquets sur l'interface de sortie. Donc, les paquets seront envoyés dans cet ordre. P1, P2, Q1, Q2 et R1. Donc, on est d'accord jusque-là. Maintenant, on peut vous poser la question, quel est le temps d'envoi effectif du paquet? C'est-à-dire le temps d'envoi réel du paquet. Et le temps d'envoi réel du paquet, il est différent du temps d'envoi virtuel. Le temps d'envoi virtuel, il est représenté en termes de tours. Le temps de fin effectif, ou le temps d'envoi effectif, il est représenté en termes de secondes. D'accord? Et là, on dépend de la vitesse, ou bien on dépend du débit de sortie du routeur. Là, on nous a dit que le débit de sortie, il était de 0,5 unités par seconde. OK? 0,5 unités par seconde. Ça fait pour envoyer un seul bit, on a besoin de 2 secondes. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les paquets tels qu'ils sont définis par le résultat de l'exécution de fair queuing, c'est-à-dire dans l'ordre P1, P2, Q1, Q2 et R1. Chaque paquet, il a une taille. Si je prends le paquet P1, il a une taille de 2 bits. Si je prends le paquet P2, il a une taille d'un seul bit, et ainsi de suite. OK? Maintenant, j'applique, ça rentre l'interface de sortie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à envoyer le paquet P1. Le paquet P1, il sera envoyé avec un débit de 0,5 unités par seconde. Sachant que sa taille, elle est de 2 bits, je multiplie donc la taille fois le débit de sortie, donc 2 fois 0,5, ça me donne 4 secondes. Donc, P1, le paquet P1, sera envoyé en sa totalité au bout de 4 secondes. Le paquet P2, il a un seul bit. La taille KO, c'est un seul bit. Il sera envoyé avec un débit de sortie, donc 0,5 unités par seconde. Donc, ça va me donner 2 secondes. J'ai besoin de 2 secondes pour l'envoi du paquet P2. D'accord? Ça, c'est quoi, les 2 secondes? Ça, c'est la durée nécessaire pour envoyer le paquet P2. Mais le temps d'envoi réel, il sera égal à quoi? Il sera égal au temps d'envoi du paquet qui le précède, c'est-à-dire 4, plus le temps nécessaire pour envoyer le paquet P2, c'est-à-dire 4 plus 2. Et 4 plus 2, ça me donne 6. Si je prends le paquet suivant, le paquet Q1, sa taille c'est 3 bits. Donc j'ai besoin de 6 secondes pour envoyer le paquet Q1. Donc ces 6 secondes, c'est quoi? C'est la durée nécessaire pour l'envoi du paquet. Mais le temps de fin réel d'envoi du paquet, c'est quoi? C'est ce qu'il y avait avant, plus le temps nécessaire pour l'envoi du paquet. C'est-à-dire, ce qu'il y avait avant, c'était 6, plus les 6 secondes pour l'envoi du paquet Q1, donc 6 plus 6, ça me donne 12. Donc, je suis en train de cumuler à chaque fois le temps nécessaire pour l'envoi des paquets précédents, plus le temps pour envoyer le paquet courant. En prenant en considération, bien sûr, le débit de sortie du routeur. Et donc, j'obtiens les 12, 14 et 24. Q2, donc, il a besoin de 2 secondes pour être envoyé. 2 secondes à partir de l'instant de fin d'envoi du paquet Q1. C'est-à-dire 12 plus 2, ça me donne 14. OK? Et le dernier, donc, c'est 10. 14 plus 10, ça me donne 24. Voilà donc comment je calcule le temps de fin réel ou le temps d'envoi réel d'un paquet, contrairement au temps d'envoi virtuel. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Alors, vous répondez en fonction de la question. Si on vous demande de faire un déroulement, le déroulement, c'est ça. Si on vous demande de calculer, les calculs, c'est l'utilisation des formules. Donc, tout dépendra de la question. Et des fois, on vous demande de faire les deux, c'est pour comparer les résultats à la fin.
Et vous devez avoir, bien sûr, en faisant les calculs, vous devez avoir les mêmes résultats que le déroulement. OK? Alors, on passe maintenant aux formules. Alors, pour les formules, alors si vous vous rappelez, donc j'avais demandé donc avant de procéder au calcul des temps de fin virtuels de chaque paquet, donc j'avais dit qu'il fallait calculer les R de T. Les R de T, c'est quoi? C'est la correspondance entre le nombre de tours et un instant T, un instant particulier T. D'accord? Donc, on essaie toujours de prendre les instants où il y a un changement dans l'état des files d'attente. OK? Sachant que, et ça, il faut toujours le garder en tête, j'ai dit, le R de 0, il est toujours égal à 0. C'est-à-dire, à l'instant T égal à 0, le nombre de tours effectués, c'est 0. C'est pour ça qu'on dit R de 0 égale à 0. OK? C'est l'état initial. Ensuite, à partir de l'état initial, il y a des variations, il y a des changements. Pourquoi? Parce que le nombre de files d'attente non vides change d'un instant à un autre. Parce qu'on avait dit que la durée d'un tour, elle dépendait du nombre de paquets ou du nombre de fils non vides. OK? Donc, le premier instant où j'ai un changement d'état, bon, à part l'instant T égale à 0, parce que le R de 0 qu'on a, c'est égal à 0, le premier instant où j'ai un changement dans l'état, c'est cet état-là. Donc, à T égale à 1, je passe d'une file d'attente d'une file d'attente non vide à deux files d'attente non vides. Donc, je calcule le R de 1. OK? Donc, le R de 1, il dépend de l'état initial, de l'état précédent, qui est le R de 0. Plus, donc là, on applique la formule X moins Y divisé par le nombre de fils non vides. Donc, c'est 1 moins 0 divisé par 1, ça me donne 1. OK? Le prochain état où j'ai un changement, le prochain instant où j'ai un changement, c'est à T égale à 3. C'est là. Donc, je passe de la file 1 et la file 2 qui étaient non vides, je passe à un état où c'est la file 2 et la file 3 qui sont non vides. Donc, j'ai un changement dans l'état. Donc, je dois calculer le R de 3. Le R de 3, je peux le calculer sur la base du R de 1. OK? Vous n'êtes pas obligé de calculer par rapport à l'instant précédent. Avec fair queuing, je peux revenir sur 2 ou 3 étapes en arrière pour faire le calcul du R. Donc, le R de 3 égale à R1 plus donc X moins Y, donc c'est 3 moins 1, divisé par 2. Pourquoi par 2? Parce que là, j'ai deux files d'attente non vides. Et donc, le R de 1, c'est 1. Donc, ça me donnera ici, donc 2 sur 2, c'est 1. 1 plus 1, ça fait 2. Le R de 4, ensuite, l'état où j'ai un changement, c'est ça, c'est cet état-là. C'est le R de 4. Le R de 4, c'est quoi? Le R de 4, c'est l'état précédent qui est le R de 3, plus donc par rapport à l'état précédent, donc c'est 4 moins 3 sur 2. Donc je suis toujours sur deux files d'attente non vides, donc ça me donne 2,5. OK, donc ça c'est un demi-état. Un demi-tour, pardon, pas un demi-état. Un demi-tour. Voilà, donc ça me donne 2,5. Donc à R4, j'ai 2 tours et demi. J'ai déjà effectué 2 tours et demi. Et je continue, donc ça confirme un petit peu ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que comme un demi sur une ligne, ça représente un demi-tour. Plus les 3 fois un tiers de T égale à 4 jusqu'à T égale à 6, ça me donne un tour. Donc 1 plus 1 demi, ça me donne 1,5, plus les R2, donc ça donne 3,5. Donc les calculs sont bons. OK, voilà, donc alors je m'arrête là. Pourquoi je ne vais pas continuer à calculer les autres R? Alors, tout simplement, parce que si vous remarquez, je n'ai plus besoin d'utiliser les R à partir de T égale à 4. Pourquoi? Parce que le temps d'envoi du paquet, ou pour calculer le temps de fin du paquet, ça va dépendre toujours du paquet qui le précède. D'accord? Si je prends le paquet, qu'est-ce qui nous reste? Quand on arrive à T égale à 4, d'accord? Quand on arrive à T égale à 4, on a calculé le R de 4. On le R de 4 pour calculer le temps virtuel du paquet P2. OK. Mais pour le reste, le Q1, il est en cours d'envoi. Le R1, il est en cours d'envoi. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste uniquement le paquet Q2. Et le paquet Q2, je n'ai pas besoin de calculer le R de 8. Pourquoi? Parce que le paquet Q2, il arrive à T égale à 2.
Et le paquet qui le précède, il se termine à t égale à 7. Donc, ça veut dire que le temps de fin virtuel du paquet Q2, il va dépendre du temps de fin virtuel du paquet Q1. Donc, pas la peine de calculer le R de 8. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêté à R de 4. D'accord? Donc, si on vous donne, là aussi, si on vous donne dans l'énoncé de l'exercice, des instants particuliers, on vous dit calculer par exemple R de 2, R de 5, R de 7. Donc, vous limitez à calculer juste ces valeurs-là. Maintenant, si on vous dit rien, si on veut compliquer un peu l'exercice, si on vous dit rien, vous n'êtes pas obligé de calculer toutes les valeurs de R. Donc, essayez de voir là où il y a des changements d'état pour calculer les R de ces instants-là. De plus, si vous constatez qu'à la fin, donc la suite du tableau, tous les paquets dépendent des paquets qui les précèdent, donc là, vous n'êtes pas obligé de calculer leur état. Je prends un exemple. Regardez, ici, à t égale à 8, j'ai un changement d'état. Donc, je passe de deux fils Q1, R1 qui étaient non vides, je passe donc à Q2 et R1. Mais je n'ai pas calculé le R de 8. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que le paquet Q2, son temps de fin virtuel, il va dépendre du temps de fin virtuel du paquet Q1 qui le précède. Donc, ça ne sert à rien de calculer le R de 8 parce que je ne vais pas l'utiliser. D'accord? Donc là, je vais gagner du temps. Donc, après le calcul des R, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Il reste à calculer les F, le temps de fin virtuel de chaque paquet. Donc, le F de P1, il arrive à T égale à 0. Donc, ça sera R de 0 plus la taille du paquet plus 2 égale à 2. Le F de P2, il arrive à T égale à 4. Alors, regardez ici, par exemple. Le paquet P2, il arrive à T égale à 4. Il arrive à cet instant. D'accord? Le paquet P2, quand il arrive, la file 1, elle est vide. Là, je connais la formule. On a la formule. Si un paquet, il arrive dans une file vide, son temps de fin virtuel, il va dépendre d'un certain R, le R de T, plus la taille du paquet. Et s'il arrive dans une file non vide, le temps virtuel du paquet, il va dépendre du temps de fin virtuel du paquet qui le précède. OK? Donc là, comme le P2, il arrive à T égale à 4, à T égale à 4, la file 1, elle est vide, donc je suis obligé de calculer le R de 4. Et j'ai effectivement utilisé le R de 4 quand j'ai calculé le temps de fin virtuel du paquet P2. Donc F de P2 égale R de 4. D'accord? R de 4, ça a été calculé, c'est 2,5, plus 1, la taille est le paquet, donc ça me donne 3,5. Le Q1, F de Q1, c'est quoi? C'est R1, donc il arrive à T égale à 1, comme il arrive dans une file vide, donc on va utiliser le R1. Le R1, il a été calculé auparavant. Donc c'est R1 plus 3, c'est la taille du paquet, donc R1 c'est 1, plus 3, ça me donne 4. Le Q2, il arrive dans une file non vide. Donc, s'il arrive dans une file non vide, ça veut dire que le temps de fin virtuel du paquet Q2, il va dépendre du temps de fin virtuel du paquet Q1. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? F de Q2 égale F de Q1 plus 1. Donc, ça me donne 5. 1, c'est la taille, le paquet, donc ça me donne 5. Et le paquet R1, il arrive à R de 3, donc il arrive dans une file vide, donc c'est R de 3 plus 5. La taille, le paquet. R de 3, on l'a calculé, c'est 2. Donc, 2 plus 2, c'est 5. Donc, le tout, ça me donne 7. Et ça confirme, donc là, vous avez le R7. Ça confirme que le paquet R1 est envoyé au bout de cette tour. Donc, les résultats des calculs sont conformes à notre déroulement. Donc là, ça veut dire qu'on est bon. Le résultat ou le travail, il est correct. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah. Oui. S'il vous plaît, j'ai une question. Quand on a un changement, معناتها كي تكون une file شغل كي يزيد يجينا un paquet file كيما حنا راه نشوفوا la fin du tour par exemple كيما la fin تاع R1 la fin تاع R2 la fin تاع R3,5 هذاك هو le changement اللي كنا نهضروا عليه في Non, un changement c'est tout changement dans la file d'attente, c'est-à-dire
j'ai terminé l'envoi d'un paquet et j'entame l'envoi du paquet suivant de la même file d'attente, pour moi, ça, c'est un changement. D'accord. D'accord? Passer d'une file non vide à une file vide, ou là, pardon, le contraire, passer d'une file vide à une file non vide, ça, c'est un changement. Mais aussi, être dans la même file d'attente, donc terminer l'envoi d'un paquet et passer à l'envoi d'un autre paquet, ça aussi, c'est un changement. Et c'est à ce moment-là qu'on calcule les heures. Exactement. Exactement. Et monsieur, la notion d'une file vide, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Car par exemple, je fais le paquet Q1, on voit qu'il arrive avec le moment où il y a le carré bleu, il arrive à un moment où il y a un paquet P1, mais je prends la file, elle est vide. Non, le Q1 et le P1 sont sur deux files différentes. Le Q1 rafle la file 2. Qui il hack, c'est le premier paquet. Oui. Donc il arrive dans une file vide. D'accord. Par contre, le paquet Q2, oui, il arrive à t égale à 2, il y a déjà le paquet Q1. Oui. D'accord. Si je prends maintenant le paquet P2, quand il arrive à t égale à 4, le paquet P1, il a été déjà envoyé. Donc l'état de la file, c'est quoi? L'état de la file, c'est un état vide. Donc P2, il hack dans une file vide. C'est par rapport au fil. Oui. D'accord. Donc quand vous faites votre déroulement, s'il y a un chevauchement entre l'instant d'arrivée d'un paquet et le paquet qui le précède, ça veut dire que la file, elle est non vide. S'il n'y a pas de chevauchement, ça veut dire que la file, elle est vide. Regardez, entre P1 et P2, il n'y a pas de chevauchement. P1, il se termine à t égale à 3. P2, il se termine à t égale à 4. P2, il commence à t égale à 4. Il n'y a pas de chevauchement. Oui. Donc là, c'est fil vide pour P1 et fil vide pour P2. Par contre, si je prends Q1 et Q2, quand Q2 arrive, il y a un chevauchement avec l'envoi du paquet du Q1. Donc ça veut dire que la file, elle est non vide. Et si on commence à envoyer un paquet juste après la terminaison de l'envoi du paquet précédent, maintenant, on ne calcule pas les R vu que le temps de l'envoi, il dépend du temps de... Oui, on parle d'un chevauchement, là, on parle d'une file vide, quand on parle par rapport à l'instant d'arrivée du paquet. Mais c'est au début de l'envoi. C'est-à-dire, si je prends le paquet Q2, par exemple, à t égale à 8, je commence à envoyer le paquet Q2. Donc, là, il n'y a pas de chevauchement. Oui, il n'y a pas de chevauchement, d'accord. Oui. Mais il faut voir par rapport à l'instant de son arrivée. Oui. Quand il est arrivé, on n'aura pas à calculer son R. On aura... Voilà, exactement. Exactement. Non, par rapport au calcul du R, monsieur. On n'aura pas à calculer le R. Par rapport au calcul du R, non. S'il y a un chevauchement, vous n'avez pas besoin de calculer le R parce que son temps, il va dépendre du paquet qui le précède. C'est bon? C'est bon. Très bien. Alors, on passe... Bon, ça c'est le cours. Alors, on passe à l'exercice, troisième exercice. Bon, je vous laisse décider parce que dans le troisième exercice, il y a FQ, il y a WFQ. Qu'on fasse donc les deux, où là je fais juste WFQ, faire queuing mais rapidement, c'est-à-dire sans trop. On refait FQ pour l'exercice 3. Rapidement, juste pour confirmer que vous avez bien compris. Ok, donc je vais refaire. Donc on fait FR queuing pour l'exercice 3. Oui, monsieur. Ensuite, on essaiera de voir WFQ. Bon, c'est un peu le même principe pour WFQ, juste la pondération qu'on devra rajouter. Alors là aussi, bon, vous avez donc les files d'attente. Donc
vous avez les différents paquets, donc P1, P2, P3, P4. Pour la file 1 et la file 2, vous avez les temps d'arrivée. Bon, là, j'ai représenté les données sous forme d'un tableau. Vous avez la taille des paquets et l'instant d'arrivée de chaque paquet. Donc, quand je dis flux 1, c'est la file 1. Donc, là, c'est la file 1. Il y a 4 paquets. Pour la file 2, là aussi, donc il y a 3 paquets pour la file 2 avec les temps d'arrivée et la taille de chaque paquet. Donc, première question, tracer le chronogramme d'envoi pour une politique fair queuing et déduire le temps virtuel d'envoi, l'ordre des paquets sur l'interface de sortie, ainsi que le temps d'envoi réel si le débit sortant est d'une unité par seconde. Donc là, je reviens à une unité par seconde. Donc, il n'y a pas de confusion, je dirais, entre le temps virtuel et le temps d'envoi réel des paquets. Alors, donc j'ai représenté là aussi donc les différents paquets donc des deux files d'attente. Toujours donc avec la taille de chaque paquet, les cases colorées donc c'est l'instant d'arrivée de chaque paquet. Ça me facilitera par la suite le déroulement. Et maintenant, par exemple, si vous faites l'exercice sur feuille, vous mettez une petite croix, un petit X sur la case pour représenter l'instant d'arrivée du paquet. Ça vous permettra de ne pas vous perdre dans le déroulement. Alors, on commence donc notre déroulement. Donc, à t égale à 0, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons uniquement le paquet Q1 qui est là. D'accord? Donc, la file 1 elle est vide. Et nous avons uniquement au niveau de la file 2 le paquet Q1. Donc là, c'est l'envoi d'un seul bit. D'accord? Avec un seul tour. À t égale à 1, nous avons l'arrivée du paquet P1. D'accord? Le paquet P1 qui arrive. Le paquet Q1, il est toujours en cours d'envoi. Donc là, on se retrouve avec deux fils non vides. Donc, on répartit ça sur les deux fils. Donc, ce sera un demi. Il va se répéter donc 2 fois. Voilà. Et ça va me donner un deuxième tour. OK. Donc, ça, c'est le tour 2. Donc, ça, c'est R1. Et ça, c'est le deuxième tour. OK. Très bien. Alors, j'ai terminé avec le paquet P1. Entre-temps, il y a eu le paquet P2 qui est arrivé. D'accord. Donc, je continue l'envoi. Alors, Q1, il est toujours en cours d'envoi. Mais elle a un bit. Donc, je passe à t égale à 3. C'est 1 demi entre P2 cette fois, P2 et Q1. OK, donc 1 demi. Et 1 demi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le tour 3. Donc, il commence là, il se termine ici. Là, c'est bon. J'ai terminé avec le paquet P2. OK. Le paquet Q1, c'est 1, 2 et 3. Maintenant, le paquet Q1. Maintenant, à t égale à 5, je vais envoyer le paquet P3 et le paquet Q2, parce qu'il y a le paquet Q2 qui arrive. OK. Donc, ça sera 1 demi. Ça aussi, c'est un tour. Là, c'est le tour 4. Donc, on continue avec P3 et Q2 pour un autre tour. Voilà. Donc, ça, c'est le tour R5. Okay. Donc, c'est bon, on a terminé avec P3 et on a terminé avec Q2. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à t égale à 9? Qu'est-ce qu'on fait à t égale à 9? Allez-y, je vous écoute. À t égale à 9, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Un bit de quoi? De quel paquet? Très bien. Un bit de Q3. Voilà, très bien. Donc, un bit de Q3. Pourquoi? Parce que là, on revient à une file non vide. OK? Donc, ça, c'est 1. Et ça, c'est quoi? Ça va me donner le tour R6. C'est le tour R6. Voilà. Ensuite, on continue donc avec un bit parce que le paquet P4, Mazal, il n'est pas encore arrivé. Donc, ça va donner le paquet R7. On a terminé avec Q3. Il nous reste maintenant P4 qui arrive. Donc, ça sera 1 et 1. Donc, R8 et R9. Voilà. Donc là, le déroulement, il est relativement facile avec ce scénario. Maintenant, il faudra à partir de là déterminer donc le nombre de tours de chaque paquet pour définir l'ordre d'envoi des paquets. Donc, pour le paquet P1, il se termine là. Donc, c'est R2. Donc, F de P1 égale à 2. Pour le paquet P2, il se termine ici. Donc, c'est 3. OK. F de P3, il se termine là. Donc, c'est 5. OK. Donc, voilà. F de P4, il se termine ici. Donc, c'est 9. OK. Le Q1, Q2 et Q3.
Q1, c'est 3, la même chose. Q2, c'est 5. OK? Et Q3, c'est 7. Donc Q3, il se termine ici. Voilà, donc ça, c'est le nombre de tours nécessaires pour chaque paquet. Donc, l'ordre d'envoi des paquets est le suivant. Donc, on prend celui qui a le nombre de tours le plus petit, c'est-à-dire P1, il est là. On a P2, c'est 3 et Q1, c'est 3. Donc, vous mettez soit P2 ou Q1, c'est comme vous voulez. Hein. Donc là, il n'y a pas un critère pour dire je favorise tel flux par rapport à tel flux. Okay? Donc, si vous mettez P2, Q1, c'est correct. Si vous mettez Q1, P2, c'est correct aussi. Okay? Ensuite, entre P3 et Q2, on a 5 et 5. Donc là aussi, on peut mettre P3, Q2 ou Q2, P3. C'est la même chose. Ensuite, il nous reste Q3. Q3, donc c'est 7. On met Q3. Et P4, c'est 9. Donc on mettra par la suite le P4. Ça, c'est l'ordre d'envoi des paquets. Maintenant, le temps d'envoi réel ou le temps d'envoi effectif, comme nous avons un débit de sortie d'une unité par seconde, d'accord? Donc là, il suffit juste de prendre la taille des paquets et de cumuler le temps nécessaire pour l'envoi de ces paquets. Si je prends le paquet, bon, j'ai pas les tailles ici, je reviens en arrière. Alors, nous avons P1, c'est 1 bit, P2, c'est 1, P3, c'est 2, P4, c'est 2. Donc, c'est 1, 1, 2, 2. Ensuite, pour la file 2, c'est 3, 2 et 2. OK? Donc, je prends ici P1 et P2. P1, c'est 1 seconde. Parce que là, la taille TAO, c'est 1 bit. Le débit en sortie, c'est 1 bit par seconde. Donc, il sera envoyé au bout d'une seconde. P2, la taille TAO, c'est 1 bit. Donc, il sera envoyé au bout d'une seconde. OK? Comme on cumule avec le temps précédent, donc 1 plus 1, ça me donne 2. D'accord? Le P3, c'est 7 secondes. Le P4, donc on applique le même principe que tout à l'heure. Sauf que là, on n'a pas le 0,5. C'est-à-dire que le temps nécessaire pour l'envoi de chaque paquet, ça va être représenté par sa taille. Plus vous cumulez ce qui a été consommé avant. Donc nous obtenons ces temps d'envoi réels ou effectifs des paquets. Voilà. Est-ce que c'est bon pour faire queuing? Monsieur, je m'excuse, que ce soit pour le temps de fin virtuel ou de fin d'envoi réel, sur كل فيل وحدنا نحسبوا لها حسابها وحدها لي باكيت تاعها الوقت تاعها وحدها. Non, ماشي كل fil. On est sur l'interface de sortie. Alors premièrement, il faut faire la différence entre les deux. L'objectif, le calcul, le temps de fin virtuel et le temps de fin effectif. L'objectif, c'est pas le même. On calcule le temps de fin virtuel pour déterminer l'ordre d'envoi des paquets sur l'interface de sortie. C'est-à-dire, c'est un critère qui va permettre de déterminer l'ordre des paquets sur l'interface de sortie. D'accord? Oui, على بالي قلت لنا كي يكون P2 و Q1 نقدر نبعث واحد قبل الاخر parce qu'on n'a pas de priorité parce qu'ils ont le même temps de fin virtuel. Exactement. Le temps de fin virtuel, c'est le même. Donc, je peux filtrer, je peux mettre, par exemple, il y a le même temps, je peux mettre l'oul avant le deuxième ou le deuxième avant le premier, c'est comme vous voulez. D'accord? Oui. Maintenant, le temps de calcul, pour calculer le temps de fin effectif, le temps d'envoi effectif, là, ça dépend de la capacité ou du débit au niveau de l'interface de sortie. Mais là, on est toujours sur la même file parce que l'interface de sortie, l'ordre des paquets, il a été déterminé. Donc, je me base sur l'ordre d'envoi des paquets sur l'interface de sortie pour envoyer les paquets avec un débit qui est défini par dans l'énoncé de l'exercice. D'accord, oui, c'est clair, oui. On peut voir l'ordre d'envoi après chacun de ça. Exactement. Comme l'ordre d'envoi, voilà, comme l'ordre d'envoi qui a été défini l'étape précédente, ou avec le débit en sortie, on utilise le débit en sortie et on envoie les paquets. D'accord, oui, c'est clair. Merci, monsieur. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant fair queuing? Alors maintenant, WFQ. Donc, on introduit une pondération, on garde le même énoncé, mais on introduit une pondération pour les deux files. Donc là, la pondération de la file 1, c'est 1.
la pondération de la file 2, c'est 2. Donc là, ça veut dire qu'on donne plus d'importance au paquet de la file 2 qu'au paquet de la file 1. D'accord? Donc, on considère que les paquets de la file 2 sont plus prioritaires que les paquets de la file 1. Donc, on a pratiquement le même tableau, d'accord? Sauf que ce que j'ai rajouté ici, j'ai rajouté le poids associé à chaque file d'attente. Et donc, en termes de définition ou là, en termes de déroulement, qu'est-ce qui va changer? Vous allez prendre exactement le même déroulement que tout à l'heure, d'accord? Sauf que là, vous allez multiplier fois le poids de chaque file d'attente. D'accord? C'est-à-dire si, toutes les files d'attente avec la pondération de 1, ça ne va pas changer. Maintenant, si je prends les fils avec une pondération de 2, toutes les valeurs que j'avais tout à l'heure, je vais les multiplier fois 2. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Tout à l'heure, dans Fair Queuing, on avait à t égale à 1, on avait mis 1,5 et 1,5. Ça, c'est au niveau de Fair Queuing. D'accord? On avait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les deux valeurs fois la pondération. Donc, le 1,5 de la file 1, il ne va pas changer. Par contre, au niveau de la file 2, ça sera 1,5 fois 2. Donc, je n'aurai plus ici 1,5, mais j'aurai un 1. D'accord? Initialement, à l'état initial, à t égale à 0, qu'est-ce que j'avais mis tout à l'heure? J'avais mis un 1. Avec une pondération de 2, je vais envoyer 2 bits. Donc, ça sera 2. OK? Donc, c'est comme ça que vous utilisez la pondération. Donc, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire le déroulement directement. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez faire le déroulement avec Fair Queuing, c'est-à-dire avec une pondération de 1, et vous multipliez toutes les valeurs de la file d'attente avec une pondération, vous multipliez toutes les valeurs fois la pondération. Et vous allez avoir donc, le résultat de votre déroulement. Donc, on va essayer donc, de faire le déroulement. Donc, AT égale à 0, qu'est-ce que je vais avoir pour Q1? Combien de bits? 2. 2, voilà. Donc, on va envoyer 2 bits. Très bien. Ensuite, T égale à 1. On enverra 1,5 تاع P1 ou 1 تاع Q1. Très bien. Donc, 1,5 pour P1. Et alors, ce qu'on avait tout à l'heure, on avait 1,5 pour Q1. On multiplie fois le poids, donc ça va donner 1. Donc, on va avoir 1,5 et 1. Et ça va représenter un demi-tour. Et si vous avez remarqué ici, 2 plus 1, ça fait 3. Donc là, on a terminé avec le paquet Q1. Alors que tout à l'heure, ça s'est étalé sur d'autres lignes. Alors, on continue. À t égale à 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va نكملوا من بعد P1 un demi-bit. Oui. Then c'est bon. Pour le moment, je pense que c'est bon car l'autre يستنى الباكي ما نقدروش نبعثوا P2 هذاك وعلاش ما تقدرش تبعثوا؟ أو في la même file ورانا نبعثوا تاع P1. Oui, mais c'est la même file. Oui. La définition d'un tour, c'est quoi? C'est envoyer un bit de chaque file. D'accord. Je n'ai pas dit de chaque paquet. D'accord. Donc, j'ai la possibilité ici, comme la file 2, elle est vide, et le paquet P2 arrive, d'accord? Donc, j'ai la possibilité d'envoyer un demi-bit de P1. Là, c'est le paquet P1. Et ce qui reste, c'est-à-dire le demi-bit qui va rester, je l'utilise pour P2. D'accord. OK? Donc, on ne P2 ici, non? Donc, ça sera un demi et un demi. Et ça va faire un tour. C'est un tour, hein? D'accord? C'est pas parce que c'est un demi. Du moment que je suis toujours dans la même file, ça va me donner un tour. Donc là, c'est 2,5. OK? 2,5, parce que le paquet précédent, c'était, la ligne précédente, c'était 1,5. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On envoie la deuxième moitié à P2 et on envoie la première moitié à P3. Très bien. Voilà, donc, exactement. Donc, j'envoie de P2 et de P3. Voilà. Ça aussi, c'est un tour. Donc, on est à 3,5. Ensuite, on envoie un bit à P3. Voilà. Donc, j'envoie un bit de P3.
Donc ça me fait 1,5. Ensuite, À ce moment, je me demande, vu qu'on peut نبعثوا un seul bit برك, est-ce que نبعثوا un demi ou un demi l'autre, ou là نبعثوا غير un من Q2? Je sais pas. qu'est-ce qui reste? Bah, c'est On bon. essaie de gérer chaque file d'attente à part. La file 1, D'accord. où je peux aller faire Un demi تاع un demi, tu as P3. P3. D'accord? Et au niveau de la file 2, il y a le paquet Q2 qui arrive. Donc, Oui. j'envoie le demi de P3 et Q2, je vais envoyer on envoie envoie combien pour Q2? Si on était dans le fair queuing, on aurait fait un demi, un on demi envoie deux. pour le fair queuing. Oui. Ça aurait été un Oui. demi, un demi. Bah, le un demi, le un demi, chaque demi sera multiplié fois sa pondération. Donc pour P3, ça sera un demi fois 1, ça va rester un demi. Pour le Q2, ça sera un demi fois 2, ça va me donner 1. Voilà, donc je vais avoir ici un 1. Et ça, c'est un demi-tour, donc c'est R5. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? À T égale à 6. On envoie le Q2. La file 1, elle est vide. Alors, on envoie combien? On envoie le bit qui reste. On envoie le bit qui reste. Voilà, donc j'envoie le bit qui reste. Alors ça, c'est combien? C'est un tour ou c'est un demi-tour ou c'est deux tours? Chal. Qu'est-ce que je vais mettre à côté? Est-ce que je vais mettre 5,5 ou la 6? Chal. C'est un tour. Pourquoi c'est un tour? Car on a envoyé le bit la deuxième fois. Oui, mais on est dans une file d'attente avec une pondération de 2. Donc, une pondération de 2, ça veut dire qu'un tour pour la file 2, un tour pour la file 2, c'est l'envoi de 2 bits. D'accord. Donc, ça fait combien? Donc, là, c'est un demi-tour. Donc, c'est 5,5. Là, c'est 5,5. D'accord. Si on était dans la file 1, oui, ça aurait été un tour. Mais si on est dans la file 2, c'est un bit. Oui. Un bit, ça représente un demi-tour. Ça me donne 5,5. Donc, c'est bon, on a terminé avec Q2. Qu'est-ce qu'on va faire à R7? Qu'est-ce qui va se passer à R7? On va rien faire. Il n'y a pas de paquet envoyé. Très bien. Donc, on se retrouve avec les deux files d'attente qui sont vides. D'accord? Donc, la file 1, elle est vide. La file 2, elle est vide. Donc, il n'y a rien à faire à T égale à 7. T égale à 8. La même chose, c'est vide. Même chose. Donc, les deux files d'attente sont vides. Donc, là, il n'y a rien. On va aller directement donc, à T égale à 9 pour l'arrivée du paquet Q3. OK? Donc, le paquet Q3, il arrive à T égale à 9. C'est la seule file non vide. OK? Donc, c'est 2. Donc, c'est les deux bits qui sont envoyés d'un seul coup. Et ça va faire un tour. Donc, on a la NIF 6,5. OK? Oui. T égale à 10. Il n'y a rien, parce que maintenant le paquet Q3, donc T égale à 10, il n'y a rien. T égale à 11, on a le paquet P4 qui arrive. Le paquet P4, c'est 2 bits, sachant qu'on a une seule file non vide, donc ça sera 1, ça me donne le tour 7,5. Mais 1, ça va me donner le tour 8,5. Voilà pour le déroulement de WFQ, avec bien sûr, en prenant en considération la pondération des paquets. Est-ce que c'est clair pour le déroulement? Monsieur, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, le tour, la définition, parce que je remarqué chaque fil est considéré séparément. Tout dépend du poids. La file au maximum 1 bit, oui. Au maximum 2 bits en même temps. D'accord. Tu as 2 bits, la file avec une pondération de 2, si c'est la seule file non vide. Si c'est la seule file non vide. Oui, il a la file 1, on ne peut pas envoyer 2 bits. Hein? On passe à 1,5. Oui. D'accord? Donc, c'est toujours
c'est toujours 1 sur le nombre de fils non vides, là, c'est comme une règle générale. Donc, c'est 1 sur le nombre de fils non vides, multiplié fois la pondération. D'accord. Imaginez que vous avez 3 fils non vides. On en voit combien? On en voit un tiers, un tiers, un tiers, si on était dans le fair-queuing. Oui. D'accord, c'est comme on avait fait tout à l'heure. Donc, un tiers, un tiers, un tiers. Maintenant, si la file 2, elle a une pondération de 2, ça va devenir quoi? Ça va devenir un tiers, 2 tiers, un tiers. D'accord, oui. La valeur du fair-queuing, je l'ai multipliée fois la pondération. Oui, comme ça, c'est plus simple à comprendre. D'abord, quand on a l'autre de refaire queuing, simple à peu près agréable, juste pour avoir Voilà, une idée. oui. Voilà, si vous avez peur de vous tromper, moi je vous dis, faites le déroulement avec fair-queuing et les valeurs que vous obtenez, vous les multipliez fois la pondération. Donc ça vous permettra d'avoir le déroulement Diacom. Mais faites attention à une chose, parce quand vous faites la multiplication fois la pondération, le nombre de lignes pour chaque fil d'attente, il risque d'être réduit. Je prends un exemple ici. Pour la file 2, tout à l'heure, on était sur 3 lignes, parce que c'était 1, 1, 1, ou là 1, 1 demi, 1 demi, je ne me rappelle plus. Là, c'est sur 2 lignes. Voilà, parce que la première ligne, déjà, on envoie les 2 bits. Oui, il faut suivre le nombre de bits les programmes le voilà, paquet. exactement. C'est-à-dire si vous atteignez la totalité du paquet, ou là, si vous envoyez la totalité du paquet, là, vous arrêtez. Pas la peine de continuer le déroulement Diacom. Donc, les lignes Hadouk en plus, vous les éliminez. Même le nombre de tours sera affecté, je pense. Oui, bien sûr, ça change. Ouais. C'est bon pour le déroulement, c'est bon pour faire queuing, plutôt WFQ. Enfin, si ça vous dérange pas, monsieur, le nombre de tours, peut-être نديروه un demi. Pardon, le nombre de tours? Oui, peut-être نديروه un demi. On a augmenté un demi ou je n'arrive pas à augmenter parce que généralement on augmente de 1, mais il n'a pas augmenté. Quand on était 5 ou 5 et demi, c'est parce qu'on a envoyé le demi il permettait le poids. Exactement. Sauf, il faut toujours se référencer, il faut toujours revenir à la définition d'un tour. C'est quoi la définition d'un tour? La définition d'un tour, c'est l'envoi d'un bit de chaque fil non vide. D'accord? Oui. Ça, c'est l'envoi d'un bit. Ça, c'est la définition qu'on applique pour faire queuing. Là, on est dans WFQ. On a introduit la pondération. Si on introduit la pondération, au lieu de dire envoyer un bit de chaque fil non vide, là, je vais envoyer, par exemple, pour la file 2, un tour et correspond à l'envoi de 2 bits. Oui. Moi, si j'envoie un bit de la file 2, qui a une pondération de 2, ça veut dire que j'ai fait combien? J'ai fait un demi-tour. Oui. Donc, voilà pourquoi je suis passé de R5 à 5,5, parce que j'ai envoyé un seul bit seulement de la file 2, qui correspond à un demi-tour. Oui, oui. Par contre, au niveau de la ligne 9, à t égale à 9, de 9 à 10, j'ai envoyé 2 bits. Ça, c'est un tour. Donc, je passe de 5,5 à 6,5. Oui. À t égale à 11, j'ai envoyé un seul bit de la file 1 qui a une pondération de 1. Donc, c'est un tour. Donc, je passe de 6,5 à 7,5. Par exemple, la deuxième, on a R من 1 à 1,5. On débarre la file on va dire oui, c'est bon, c'est clair. Exactement. Si je prends ça, si je prends cette ligne, avant j'ai fait un tour, j'ai envoyé 2 bits de Q1, donc ça c'est un tour. La ligne suivante, la ligne que j'ai encadrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un bit de Q1, sachant que la file 2, elle a une pondération de 2, et j'ai envoyé un demi-bit, de P1 qui a une pondération de 1. Donc ça c'est un demi-tour. Donc je passe de 1 à 1,5. Juste après, j'ai envoyé un bit entre 2 et 3, de la partie. J'ai envoyé un bit, même si c'est réparti sur 2 paquets, mais allez, là on raisonne en termes de fil. De 2 à 3, j'ai envoyé un bit de la file 1. Donc ça, c'est un tour. Donc je passe de 1,5 à 2,5. Oui. C'est bon, c'est plus clair? Oui, c'est clair. Merci, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer aux formules? Bon, alors, les formules.
euh, c'est le même principe. Hein. Donc, on calcule les R, on passe ensuite aux formules donc, que j'avais données la dernière fois. Il ne faut pas bien sûr oublier de diviser la taille du paquet, d'accord, de diviser la taille du paquet parce que la formule est بدلت. Donc, il ne faut pas oublier de diviser la taille du paquet par la pondération de la file d'attente. Donc, c'est ce qui change dans les calculs. Sinon, les formules sont pratiquement les mêmes. Donc, il faut juste penser à rajouter la pondération. Par contre, dans le calcul des R, alors ce que j'ai dit tout à l'heure n'est plus valable avec Fair-Queuing. Ce que j'ai dit tout à l'heure, comme vous n'êtes pas obligé de calculer les R de toutes les valeurs, vous essayez de voir les états où il y a un changement dans les files d'attente. D'accord? Bon, on pouvait faire ça, c'est-à-dire on pouvait sauter certaines étapes. Pourquoi? Parce qu'on était toujours avec la même pondération. Donc les calculs, les calculs étaient relativement les mêmes. Avec WFQ, on ne peut pas appliquer cette méthode. Pourquoi? Parce que comme on a une pondération, le nombre de bits envoyés pour chaque file d'attente n'est pas le même. D'accord? Donc là, il faudra malheureusement calculer toutes les valeurs de R en gardant bien sûr les mêmes formules. Donc la formule qu'a R, elle ne change pas. OK? Donc, je démarre avec R de 0 qui est égal à 0. Donc ça, c'est fixe. R de 1, c'est toujours, donc c'est R de 0 plus 1. Donc c'est 0 plus 1, ça me donne 1. R de 2, je calcule R de 2. Donc c'est 1 plus 1 demi. Donc ça me donne 3,5. OK? Voilà, parce que à 2, R égale à 2, je suis dans deux fils non vides. R de 3, c'est R de 2 qui est 3 sur 2 plus 1. R de 3, il y a une seule file. Donc je suis là. J'ai une seule file non vide. Et ainsi de suite. Donc vous calculez les différentes valeurs de R en appliquant la même formule. Hein. La formule là, c'est comme la dernière fois, c'est la même. Vous l'utilisez, sauf que cette fois, on ne peut pas sauter des étapes. D'accord? Si vous vous rappelez la dernière fois, j'avais donné une formule en fonction de X et Y. Et on avait toujours X moins Y divisé par le nombre de fils non vides. Là, on ne peut pas utiliser ça. Donc, vous calculez les R pour les différentes fils, on calcule les R pour les différents instants T. R0, R1, R2, R3, R4 et ainsi de suite. OK? Donc, vous obtenez ces valeurs avec les mêmes formules. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Il reste juste à calculer le temps de fin virtuel. OK? Donc, le temps de fin virtuel, on va commencer avec le paquet P1. Le paquet P1, donc c'est R de 1, il arrive à, donc c'est R de 1, plus la taille du paquet P1 divisé par la pondération de la file 1. OK? Donc ça, c'est le calcul. Bon, je vais afficher les valeurs par la suite. Je prends le P2. Le P2, il arrive, quand le P2 arrive, il arrive dans une file non vide. Donc, son temps de fin, il va dépendre du temps de fin du paquet qui le précède, les P1. Donc, F de P2 égale F de P1 plus la taille de P2 divisé par W1. OK? Même chose pour P3. Quand P3 arrive, il arrive dans une file non vide. Donc, ça va dépendre du temps de P2. Donc, F de P3, c'est F de P2 plus la taille de P3 divisé par W1. Par contre, pour P4, quand P4 arrive, vous voyez ici, P4, il arrive dans une file vide. Donc, le temps de fin de P4, il va dépendre du R de 11. D'accord? Voilà, donc F de P4, c'est R de 11, le nombre de tours effectués jusqu'à l'instant T égale à 11, plus la taille du paquet P4 divisé par W1. OK? Donc, ça, c'est pour la file 1. La file 2, alors Q1, il arrive dans une file vide. Donc, le temps de Q1, c'est R de 0 plus la taille du paquet Q1 divisé par 2. Donc, voilà. R de 0 plus la taille de Q1 divisé par W2. Le paquet P2, il arrive à cet instant, donc c'est-à-dire la file, elle est vide. Donc, ça va dépendre du R5. Donc, F de Q2, c'est R5 plus la taille de Q2 divisé par 2. Et le paquet Q3, il arrive à R de 9. Donc, il arrive à dans une file vide. Donc, ça va dépendre du R de 9. Donc, ça sera R9 plus la taille du paquet Q3 divisé par W. Donc, voilà ce que vous allez avoir comme différentes valeurs pour le temps de fin virtuel, d'accord, le temps de fin virtuel des paquets.
Voilà. Donc, à partir de là, on trie la file d'attente en fonction donc de ces valeurs. Donc, ce qu'on va avoir, on va avoir le paquet Q1, Hada, il sera le premier, parce que le nombre de tours, c'est 1,5. Okay. Le suivant, ça sera le P1, donc Hada, ça sera le deuxième paquet. Ensuite, nous avons ce paquet qui sera envoyé avec 3 tours. Ensuite, nous avons ce paquet donc, avec 5. On va être 5,5. Hada, c'est le mouvement, voilà. 6,5, donc Hada, c'est le 6e paquet. Et celui-là, ça sera le dernier paquet à être envoyé. Voilà, donc vous avez l'ordre d'envoi des paquets sur l'interface de sortie. Là aussi, faites attention, si on vous demande de calculer le temps d'envoi effectif du paquet, il ne faut pas inclure la pondération. D'accord? Donc, on prend uniquement et on prend en considération seulement le débit de sortie de l'interface. Donc, il a calculé comme une unité par seconde, vous appliquez l'unité par seconde. C'est-à-dire que la pondération, elle influe uniquement sur l'ordre d'envoi des paquets. D'accord? C'est-à-dire la pondération, on l'utilise dans la politique d'ordonnancement. Mais l'envoi des paquets, on n'utilise pas la pondération. L'envoi des paquets, donc on prend un paquet, on l'envoie comme tous les autres paquets, même si la pondération de sa file d'attente est plus importante. Rien n'influe sur le débit d'envoi, monsieur. Pardon? Rien va influer sur le débit d'envoi. Tout ce qui est Non, le débit d'envoi, que ce soit FairQuing ou WFQ, le débit d'envoi, il ne sera pas touché. D'accord. Avec une unité par seconde, l'ordre d'envoi, la file d'attente, on multiplie fois la taille des paquets et on cumule par rapport au temps des paquets précédents. Donc, la pondération n'influe pas sur le débit. Tout ce qui touche le FairQuing, tout ce qui touche à WFQ, c'est juste pour définir l'ordre d'envoi des paquets sur l'interface de sortie. Classe. Dès qu'on met les paquets sur l'interface de sortie, on oublie tout ce qui concerne FairQuing ou WFairQuing. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, en général, est-ce que vous avez des conseils par rapport au module, la qualité de service qu'on a vu? Par rapport au module, bon, je pense à les conseils à être comme la première séance. Et j'avais même donné donc, ce qu'il y a généralement dans l'examen. Donc, une partie du cours et une partie sur le TD. D'accord. Bon, quand je dis cours, c'est des questions, concernant donc, tout ce qui a été fait en cours. Bon, on a traité quelques exercices ici concernant donc, les politiques d'ordonnancement et tout, plus tout ce que vous avez vu avec votre chargé TD, donc les différentes séries d'exercices. Donc, il n'y a rien de particulier dans le sujet. Hein. Donc, mais j'insiste pour dire qu'il faut revoir le cours. OK. Mais bon, entre nous, le cours, le gros, c'est le chapitre 3. Hein. Le chapitre 1, c'est un chapitre introductif. C'est juste pour introduire le module. Bon, il faudra revoir certaines notions du chapitre 2, tout ce qui est contrat de niveau de service, les types de signalisation. Voilà, donc il y a des notions à revoir et à comprendre. Hein. Je dis bien comprendre, mais c'est apprendre. Ben, je ne vous ai jamais demandé d'apprendre le cours. Donc, de revoir les notions, donc tout ce qu'on a vu dans le cours. Et c'est tout. Revoir aussi vos séries d'exercices. Et c'est tout. Hein. Donc, il n'y a pas monsieur, on doit juste comprendre les concepts, les KMF. Mais je apprendre, par exemple, les détails, les faits, par exemple. Je ne sais pas, Alexis. Pardon? Le chapitre? Le chapitre 1, c'était un chapitre introductif à la qualité de service. Non, le chapitre 1, c'était un chapitre introductif. Il y avait pas de. C'est juste pour introduire la notion de qualité de service. Oui, il faut juste comprendre maintenant qu'est-ce que c'est que la qualité de service. Il y a pas. Voilà, comment est apparu le problème de la qualité de service, c'est tout. Il y avait un historique, je me rappelle, il y avait un historique, le réseau Internet, l'évolution, le contenu, et par la suite, l'apparition de la qualité de service. Oui, c'était juste par rapport les datas de Kotbala qu'il fallait les apprendre. Non, je vais pas vous demander ça. Ah, oui, c'est une D'accord. question. Oui. Il y a une question dans le chat. Oui, je suis en train de la lire.
je n'ai pas très bien compris. Alors, la gestion des fils, comment peut-on classer les flux? Bon, non, bon, si j'ai bien compris la question, maintenant tout dépend de la politique d'ordonnancement. Si c'est une politique d'ordonnancement qui est basée sur la notion de classification. Donc là, on se base sur le résultat de la classification. D'accord? On définit la notion de classe. Maintenant, est-ce que l'acte a trois applications? Est-ce que ces trois applications vont appartenir à la même classe? Si les trois applications appartiennent à la même classe, ces applications, les paquets de ces applications seront mis dans la même file d'attente. Ok. Maintenant, si on gère maintenant dans la politique d'ordonnancement, on gère les flux de façon indépendante, chaque application, elle aura sa propre file d'attente. Et par la suite, c'est la politique d'ordonnancement qui va déterminer quelle est la file d'attente la plus prioritaire. Bien sûr, bon, on mettra, si je dis, si j'utilise par exemple la politique PQ, bon, je prends quelque chose de très simple, l'ordre des files d'attente, il est défini. D'accord? Donc, ce que vous allez mettre dans la première file d'attente, c'est la file d'attente la plus prioritaire. Et donc, ça sera considéré comme les applications les plus prioritaires, ou les paquets les plus prioritaires. Donc, tout est, c'est-à-dire, il ne faut pas raisonner, ça se fait avant la réception des paquets. Il y a une politique qui est déployée au niveau du réseau pour dire telle file d'attente au niveau d'un routeur, telle file d'attente, c'est pour telle application ou telle classe d'application. Et bien sûr, la politique d'ordonnancement, elle va se baser sur le contenu de ces files d'attente pour déterminer l'ordre d'envoi des paquets. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question, parce que je n'ai pas très bien compris le sens de la question. Gestion par classe, c'est la politique de l'opérateur. Est-ce qu'il gère par classe ou il gère par flux? D'accord? Donc, s'il gère par classe, il doit définir des règles de classification des flux. Donc, à chaque fois qu'on reçoit des paquets à l'entrée du routeur, on passe par la phase de classification. Donc, les règles de classification, ils vont permettre de déterminer chaque flux à quelle classe il appartient. Et si on raisonne en termes de classe, il faudra bien sûr la politique d'ordonnancement soit adaptée pour qu'elle gère les flux qu'elle reçoit en termes de classe aussi. Donc, par exemple, des files d'attente, chaque file d'attente, elle est associée à une classe de service. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, si j'avais une question à vous poser, ça aurait été par rapport à un autre conseil par rapport à l'EPF ou les présentations. Il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, une erreur courante, malgré qu'on a fait une séance, mais que je qui est couramment, ça les études. Je pense que ce que j'avais à dire concernant les PFE, je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de... Ouais. Je n'ai pas un conseil particulier à vous donner maintenant, bon, surtout qu'on est à la veille donc, du dépôt. Bon, je pense qu'on m'a dit que vous avez eu quelques jours supplémentaires, je pense, non? Oui, juste après les examens, enfin, on termine les examens le jeudi, on mettra ça. Ça a été décalé au 11, je pense, c'est ça? Oui, effectivement. Je pense, écoutez, pour le moment, la priorité TIACOM, je pense que c'est le mémoire. Hein. Donc, il faudra avoir quelque chose à déposer donc, d'ici le 11. Donc, essayez donc de vous focaliser surtout sur le document, de revoir, relire tout ce qui est structure du document, la cohérence entre les différentes parties et tout. Ça, je pense que c'est la priorité pour le moment. Bon, ensuite, vous aurez, je dirais, peut-être une semaine ou quelques jours entre le dépôt et les soutenances pour revenir à l'application, donc pour finaliser éventuellement donc, ce que vous avez réalisé dans l'application et préparer vos slides. C'est ce que j'allais dire. Pour le moment, oui. Monsieur, par exemple, pour le moment, la priorité, c'est le mémoire, parce que c'est la première échéance. D'accord. Le 11, c'est le dépôt des mémoires. Ouais.